toutes et à tous, c'est le décryptage sur Eden en télévision, le sommet le plus médiatisé pratiquement sur toute la planète. Et bien sûr, c'est la COP. La 25e édition a pris fin dimanche dernier. Il paraît que c'est la COP la plus longue parce que, et bien sûr, après 2 semaines de tractation, elle a connu encore 40 heures de prolongation. Donc, les spécialistes l'ont qualifié de la COP la plus longue de l'histoire, mais a-t-elle pu donc parvenir, et bien sûr, à de véritables avancées, en tout cas des accords pour sortir de la crise climatique actuelle? C'est là toute la question. Certains médias l'ont qualifié de COP calamiteuse, d'autres, et bien sûr, comme Figaro, et bien sûr, ont titré COP 25, un accord sans grande ambition pour la planète. Sur ce plateau de décryptage, nous recevons Massimin Diondo de Biz ONG qui a pris part justement aux travaux de la COP. Monsieur Diondo, bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Installez-vous. Merci. Monsieur Diondo, vous êtes un expert en environnement. Vous êtes beaucoup plus basé sur l'adaptation des écosystèmes et bien sûr humides, c'est bien cela. Oui, l'adaptation des écosystèmes humides face au changement climatique. Et vous êtes également dans les finances climatiques. Oui, membre d'un consortium d'ONG qui suit les finances climatiques. Au Bénin, vous êtes le directeur de Biz ONG, voilà, et puis également responsable du Pro Environnement. Oui. On peut avoir rapidement une idée de tout Pro ceci. Environnement, au fait, c'est la plateforme des réseaux d'ONG en environnement au Bénin, qui est un regroupement des réseaux spécialisés dans la conservation de la biodiversité et de la protection de l'environnement au Bénin. D'accord. Alors, vous avez pris part, bien sûr, aux travaux, aux négociations de la 25e édition de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, une conférence qui a pris fin à Madrid dimanche dernier, dimanche 15 décembre, en tout cas du 2 au 13. Finalement, c'est le 15 que ça a pris fin. Alors, rappelez-nous brièvement quels ont été les enjeux, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que cette COP a été pratiquement un échec, mais il faut rappeler simplement quels étaient les enjeux et pourquoi dit-on qu'elle a été pratiquement un échec et quels sont les facteurs qui ont contribué à cela? Vous savez, je suis de nature optimiste, mais par rapport à cette COP, à cette conférence des parties, je suis d'accord avec l'unanimité que font les ONG et même les Nations Unies pour dire que c'est une COP qui n'a pas pu répondre aux attentes de tout le monde. Et pourquoi vous vous imaginez que cette COP est basée au fait sur l'accord de Paris. Et c'est l'accord de Paris qui gouverne les différentes COP depuis Paris, en effet. Et à Madrid, c'était surtout, on s'attendait à travailler principalement sur 2 points. C'est le financement climat et aussi la régulation du marché carbone. Ça a été un vrai chaos parce que les pays industriels, ceux que nous appelons, ceux qui polluent le plus, continuent de tirer le drap de leur côté et ne veulent pas mettre, je vais dire, la main à la pâte pour réduire leurs émissions et dans le même temps contribuer financièrement à l'adaptation des pays les plus menacés, les pays les plus pauvres à ces effets des changements climatiques. D'accord, mais le marché climat, c'est l'accord 6, hein, oui, c'est l'article 6 de l'accord de Paris qui le réitère. Au fait, c'est dit que si je prends le cas des pays en voie de développement, que ce soit en Afrique, en Amérique latine et Asie, qui polluent moins, et ces pays ont la capacité de vendre aux pays pollueurs qui auraient dépassé leur quota d'émissions. Je vous donne un exemple très simple. On permet à la France de dépasser son quota d'émissions et que le surplus, nous, par exemple, au Bénin, on le lui vend comment? C'est que nous menons des actions qui contribuent à prendre en charge le surplus que lui produit, en plantant des arbres, en émettant moins, en contribuant à la réduction des effets. Donc, c'est-à-dire, nous, puisque nous avons prôné pour une égalité des pays, ça voudrait dire que je suis autorisé à émettre
la même quantité de CO2 que les pays développés, que les pollueurs. Donc, comme vous savez bien que moi, en tant que pays en voie de développement, je n'ai pas la capacité de polluer autant que lui. Sur la balance, aussi. Exactement. Sur la balance, on arrive à à jouer l'équilibre. C'est ça. C'est ça, en fait, le marché. Donc, eux, ils me paient pour que je puisse prendre le surplus qu'ils polluent. Mais maintenant, ça suit normalement des règles. Et c'est là le problème. C'est les règles que cela doit suivre, que donc les États la ne se Chine... sont pas entendus. Parce qu'ils disent que c'est surtout comment compter et comment comptabiliser cet achat-là. Si je prends par exemple le fait que c'est le Bénin, moi en tant que pays en voie de développement, qui achète, qui l'achète à la France, à la Chine, à n'importe qui, ces pays, la Chine, les États-Unis et le Brésil, et l'Arabie Saoudite et autres, ils veulent que cela soit comptabilisé 2 fois. Normalement, c'est moi qui ai pris le surplus. Donc, c'est comptabilisé chez nous. Mais ils disent que tant que c'est comptabilisé chez nous, ça va être comptabilisé aussi chez eux. Ça veut dire que ça va être comptabilisé doublement. Si c'est comptabilisé doublement, ça biaise les calculs. Ça biaise les calculs. Déjà que, c'est encore un autre des problèmes qu'on a, l'accord de Paris dit qu'on doit rester autour de 2 degrés et faire l'effort de restaurer à 1,5 degré conformément à l'ère pré-industrielle. Et que pour y arriver, chacun y contribue par ce que nous appelons la contribution nationale déterminée. Il s'est fait que même si actuellement, ce que la contribution volontaire de chaque pays, même si on met tout cela ensemble, on dépassait déjà 2,7. C'est-à-dire on est proche de 3 au lieu d'arriver à 1, d'émissions. Au lieu d'arriver, de contenir les émissions à 1,5, comme le souhaitent les scientifiques. Donc, personne... Cette question également, il n'y a pas eu de... C'est surtout là le problème, parce que, et c'était ça, ce que nous avons applaudi. Et à Paris, c'était que après 5 ans, chaque pays doit réviser sa contribution. Exactement, parce que on voulait un accord à Paris, on a eu cet accord, et on a pu dire, OK, commençons avec cela pour voir quels seraient les changements dans le monde. Et d'ici 5 ans, on pourrait ajuster avant Glasgow. Donc, normalement, 5 ans, c'est bientôt, et qu'on devrait déjà avoir une idée de comment est-ce qu'on veut réviser nos ambitions. Mais vous imaginez, à peine 27% des 197, à peine 27 des 197 pays veulent, sinon ont manifesté leur désir de revoir leur contribution volontaire prévue, qui n'atteignait même pas les 1,5 tels que prévus par l'accord de Paris. Et aussi, on n'a pas pu tenir compte du dernier rapport du GIEC qui dit que la manière dont le monde évolue, que les prévisions qu'on avait sur la table pour l'accord de Paris sont dépassées. Qu'on devrait agir maintenant. Donc, vous avez, il y a tellement d'enjeux que il s'est fait, bien évidemment, avec le retrait des États-Unis en novembre. Officiellement, en attendant d'interpréter un peu ce qui s'est passé, alors dites-nous, il y a quand même un autre point également, la question de finances climat concernant le fonds vert pour le climat aussi. Les pays les moins avancés, surtout, attendent que ça bouge davantage. C'est ça le gros problème. C'est le gros problème. Je comprends, je peux dire que je comprends, même si je ne suis pas d'accord, je comprends que dans le monde, les enjeux politiques amènent chaque pays à se refermer sur lui-même, à dire qu'il gère au mieux ses finances, mais cela ne veut pas. Cela ne peut pas et ne doit en aucun cas contribuer à mettre, comment vous appelez ça,
à mettre en danger le monde. Parce que c'était depuis Copenhague qu'on a pensé à mettre en place, 2009, justement. exactement, Oui. à mettre en place 100 milliards de dollars américains à partir de 2020, qui va être mis à disposition des pays en voie de développement, parce que, et ça a été dit partout, ça a été prouvé, c'est les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins, qui sont en première ligne face aux effets des changements climatiques. Les cyclones, les inondations, les sécheresses. Ce sont ces pays-là. Évidemment, c'est dit qu'à chaque fois, ces effets répétitifs frappent les pays les plus pauvres parce que les populations sont dans des conditions qui ne leur permettent pas de réagir face à ces effets. Donc, c'était de bonne guerre de dire qu'il fallait mettre une cagnotte à disposition pour aider les gouvernements de ces pays à aider leur population à se préparer face à ces effets parce que, qu'on le veuille ou pas, ces effets vont s'accentuer et ces effets auront lieu. Donc, du coup... À ce niveau également, ça piétine. Ben, la mobilisation, ça ne piétine pas, c'est carrément une mauvaise volonté. Parce que, en 2009, ça a été décidé, entérimé à l'accord de Paris, et l'ajout, sinon le plus-value encore à Paris, c'était de dire que les 100 milliards de dollars US ne seraient que le plancher. Donc, ça devrait être plus. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand on avait cet accord le dimanche passé, personne ne sait combien il y a dans la cagnotte, mais selon les indiscrétions, à peine on a 8% du montant global voulu, du montant estimé. Donc, personne ne met la main à la poche pour contribuer à cette cagnotte. Alors que c'est ce que nous attendions. Surtout, évidemment, je viens des pays en voie de développement. Et par rapport à ça, il y a surtout le retrait des États-Unis. Oui, malheureusement. Là, maintenant, on interprète un peu le comportement. Vous étiez à la COP, vous avez suivi plusieurs COP, et puis cette dernière édition également à Madrid, vous étiez là-bas également. Vous avez vu un peu. Alors, comment est-on arrivé à cette conclusion un peu calamiteuse pour la planète? Parce qu'on sait qu'il y a une crise écologique actuellement. Vous avez rappelé les enjeux il y a un instant. Et puis, sur un point de vue scientifique, le groupe intergouvernemental d'experts l'a démontré aussi. On a encore enregistré les dernières années très, très chaudes, jamais encore enregistrées sur la planète. Mais d'un point de vue politique, voilà que des décisions urgentes ne se prennent pas. Alors, comment l'expliquer? Quels sont les intérêts qui empêchent ou qui, c'est pas trop, qui pèsent dans la balance au point où les États oublient l'urgence climatique et les dangers qui guettent la planète? Ben, je dirais plutôt que c'est des intérêts purement égoïstes et politiques et politiciennes. Si je prends les États-Unis, ou même au sein de l'administration du président Trump, il y a des gens qui sont contre la décision du président Trump de se retirer de l'accord de Paris, sauf si c'est révisé. Évidemment, nous ne sommes pas dans la tête du président Trump pour savoir qu'est-ce qu'il a derrière la tête, mais ce que nous lisons, c'est une décision purement politique, puisqu'il dit que « Make America Great Again », redonner sa force aux États-Unis, c'est de revenir au charbon, c'est de revenir aux industries fossiles. C'est ça pour lui. Et pour ça, pour ne pas avoir à dos tout le monde, il préfère se retirer de l'accord et avoir les mains libres. Il s'est fait, malheureusement, que nous avons eu encore dans le monde quelqu'un d'autre qui veut ressembler au président Trump, Jair Bolsonaro du Brésil. Climato-sceptique. Qui veut. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut vouloir. On peut vouloir avoir un idole comme président Trump, mais on peut aussi être conscient de ce qui se passe dans le monde autour de soi. C'est déjà même dans son pays, il n'est pas conscient que l'Amazonie constitue le poumon, un poumon important de captage de CO2. C'est pourquoi, d'après nos informations, le président brésilien a autorisé qu'il y ait des destructions massives, c'est-à-dire officielles, de déforestation pour la plantation de jatrophares et autres. Donc, on a eu des personnes comme Donald Trump
qui exige et qui tire coûte que coûte que les États-Unis doivent sortir de l'accord de Paris. Et vous savez que jusqu'en novembre, sinon officiellement, ils doivent sortir de l'accord en 2020. Et sur le papier, ça doit être en novembre. Donc, ils sont encore à la table. Tout ce qui a été décidé a été contrecarré par les États-Unis. Pour eux, c'est niet. Pas question. C'était pas question. Et ils ont été suivis par le Brésil, et la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Australie, tous ceux-là qui ont vu cette jurisprudence que je peux dire des États-Unis qui ont montré une volonté manifeste de tout bloquer, donc ils les ont suivis. C'est comme ça qu'on n'a pas eu de volonté, qu'on n'a pas eu une montre de volonté d'avancement. Parce que ceux-là, ben, quoi qu'on dise, ils disent non. Il faut qu'on révise d'abord les imperfections de l'accord de Paris. C'est-à-dire, ils sont en train de rejoindre Donald Trump qui dit que, bon, écoutez, avant... Pourtant, ils l'ont signé, non? Ah ben, ils l'ont signé. Non, Jair Bolsonaro n'était pas là quand on a signé. Donald Trump, c'était pour remettre en cause ce que Barack Obama a fait. Mais justement, donc, pour ces traités, puisque tous ces pays font partie des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et c'est dans le cadre de la Convention qu'il y a toutes ces négociations. Alors, est-ce qu'au plan international, il n'y a pas de dispositions contraignantes? Non. Parce que... je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, c'était ça, l'une des grosses faiblesses de l'accord de Paris. Mais moi, je continue de dire qu'on devrait avoir quelque chose. Je juste continue de dire que l'accord de Paris était quelque chose sur lequel il fallait partir. C'était ça, l'une des grosses faiblesses de l'accord de Paris, c'était le manque de comment vous appelez ça, de contraintes, hein, de force. Parce que toutes les contributions étaient volontaires. Tout ce qui se passe là est volontaire. C'est pourquoi chaque pays a annoncé. On ne peut rien contre les États-Unis si, comme ils ont décidé de se retirer, c'est de leur droit. Il n'y a pas au sein des Nations Unies une entité qui pourrait forcer quiconque à rester à l'intérieur de cet accord. C'est ça les faiblesses du système. Bon, les politiciens, les diplomates disent qu'ils veulent jouer sur la bonne volonté de chaque pays, que c'est pour ça qu'il n'y a pas de contraintes, même s'il y avait des contraintes. Vous voyez les Nations Unies décider de punir les États-Unis, un gros contributeur. Vous voyez? Donc, c'est ça. Les enjeux, c'est plutôt des enjeux politiques. Et c'est pourquoi je dis, oui, on n'a pas le choix. On doit continuer à batailler dur et c'était justement ça, la position de la société civile à Madrid. C'était qu'on doit continuer à batailler dur, surtout qu'on y était, la COP, c'était la COP bleue, c'est-à-dire montrer l'importance des océans pour le captage et la rétention du CO2. Donc c'était de montrer quels sont les enjeux aussi suite au dernier rapport de l'IPBES qui montre une forte progression de la biodiversité, des menaces sur la biodiversité et en général. Hein. Donc, c'était d'attirer l'attention là-dessus, mais ça n'a rien changé. Avant cette COP-là, il y a quand même eu une mobilisation géante sur toute la planète. On a vu d'abord les organisations civiles, on a vu également les jeunes qui ont appelé quand même à l'attention de ces dirigeants politiques, de ces dirigeants par rapport à l'urgence climatique. Ces actions ou ces marches, ces mobilisations n'ont pratiquement rien donné, M. Diondo. Et les pays les moins avancés également, il y a plusieurs groupes, ces pays les moins avancés n'ont toujours pas arrivé à trouver les stratégies nécessaires pour mettre la pression qu'il faut. Parce que vous avez vu, on a parlé du fonds vert depuis 2009, ça piétine jusqu'au moment où nous sommes. Et puis, il y a beaucoup d'autres également questions sur lesquelles il n'y a pas, ça piétine beaucoup. Mais ces pays n'ont-elles pas la stratégie nécessaire pour donner plus de la voix, pour se faire entendre, pour s'imposer? Oui, malheureusement, au fait, les 100 milliards de dollars US à partir de 2020 ne sont pas que pour le fonds vert, c'est pour l'ensemble des financements
climat, supposons que la Norvège attribue au Bénin 20 milliards. La Norvège va comptabiliser ça comme étant sa contribution, même si ça ne passe pas par le fonds vert, que ça passe par d'autres fonds comme les UNDP et le PNUD ou autres organismes de gestion. La Norvège peut considérer ça comme étant sa contribution à cette cagnotte-là, même si c'est dérisoire. Heureusement, je dis heureusement, les pays en voie de développement évoluent ensemble. Sinon, on n'y pourra pas. Nous évoluons en étant dans un consortium de pays appelés les pays en voie de développement et nous avons différentes instances d'analyse, de décision et de prise de position avant d'aller en plénière. Donc, chaque fois que les pays en voie de développement parlent, parfois, c'est le groupe africain, nous avons Afrique-Asie, mais parfois, c'est l'ensemble contre les pays développés. Mais vous savez, ça n'a aucune force, puisque vous savez que la majorité des budgets de subsistance de ces pays proviennent de ces pays donateurs. Jefferson disait que le pouvoir de dotation sur quelqu'un est un pouvoir sur sa volonté. Même si nous sommes ensemble en tant que pays pour dire que nous portons une seule voix, il y en a parmi nous qui sortent des rangs parce que son bailleur l'a menacé de tel ou tel. Exactement. Donc, est-ce qu'on ne peut pas arriver à changer de paradigme un jour? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible? C'est possible si nos politiciens se décident d'être assez forts pour que nous puissions nous autogérer nous-mêmes. L'Afrique est assez riche pour arriver à s'autogérer et dialoguer, négocier avec les pays développés sur une même base d'égalité. C'est ce que nous n'arrivons pas à encore faire. Et tant que nous continuons à dépendre d'eux, ils auront toujours un pouvoir de décision sur notre volonté. Parce que vous imaginez, pour nos dirigeants, c'est vite fait, c'est vite calculé dans leur tête. Si je manque de ce financement l'année prochaine, c'est que je ne pourrai pas payer mes salaires, je ne pourrai pas faire tel, je ne pourrai pas faire tel. Bon, l'environnement, ça viendra après. Donc, vous voyez, on n'est pas assez puissant parce qu'il y a cet aspect financier, cette épée de Damoclès permanemment sur nos gouvernants. D'accord. Alors maintenant, la prochaine édition, ça va être au Royaume-Uni, Glasgow, en 2020. Normalement, l'accord de Paris même devait entrer en vigueur en 2020. Oui. Et voilà qu'on a connu pratiquement un échec des négociations à la COP25 à Madrid. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici? C'est ce qui se passe actuellement. C'est au niveau de la société civile, puisque malheureusement, c'est ainsi fait. Nous avons donné tout pouvoir aux politiciens de décider en dernier ressort. Même la science, qui parle plus que tout, ne peut pas faire changer les choses si les politiciens ne se décident pas à accepter, reconnaître et prendre en considération les résultats scientifiques. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez Greta avec toutes les OSC, même des associations françaises ont porté plainte contre la France pour dire que la France ne fait pas assez pour honorer ses engagements vis-à-vis de l'accord de Paris. Un peu partout dans le monde, vous voyez ces mouvements. Au niveau de la société civile, c'est la seule chose qu'on peut faire. Attirer l'attention de nos gouvernants qu'il faut se réveiller. Parce que chaque jour qui passe, la menace devient de plus en plus forte. Et tant que cette menace est de plus en plus forte et que nous ne nous décidons pas à agir maintenant, nous nous retrouvons, je ne sais pas si la planète rouge va nous accepter. La nature va agir à notre place un jour. Ça c'est clair, vous voyez ce qui se passe déjà. Vous voyez, l'Europe a suffoqué en 2019. L'Europe a suffoqué. Après cette suffocation, c'est les inondations. Vous voyez, l'Australie est en flammes actuellement. Mais ça doit continuer. Et heureusement, ces pays, je parle de l'Europe, de l'Australie, ils ont assez de réserves pour aider leur population à lutter contre ces effets-là.
Mais supposer que ça arrive dans un pays non pas en voie de développement, vous imaginez la catastrophe que ça va être. Justement, d'où la nécessité de mettre à disposition de ces pays ces fonds-là pour leur permettre d'être aussi préparés contre ces effets qui doivent arriver. Je le dis et je le répète, ça doit, même si nous arrêtons les émissions totalement aujourd'hui, les effets ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Des scientifiques disent que c'est pratiquement après un siècle que les effets vont s'arrêter, même si nous arrêtons totalement nos émissions aujourd'hui. Donc, il faut qu'on puisse s'y préparer. Alors, rapidement, avant de finir, maintenant, est-ce qu'il faut continuer à l'organiser, la COP, telle que cela se déroule encore maintenant? Quelle est la pertinence? Est-ce qu'il ne fallait pas revoir un peu les choses si, avec cette forme-là d'organisation, ça ne marche pas? Je suis d'accord qu'il faut changer de paradigme. Vous savez, les Nations Unies, ça a commencé avec la SDN, la Société des Nations. Et avec tout cet art, progressivement, c'est venu à l'ONU, Organisation des Nations Unies, avec cet art aussi. Donc oui, je suis d'accord qu'on réfléchisse à changer de méthode. Je ne peux pas vous dire maintenant, là où je suis, laquelle est la bonne, mais aussi considérons que ce que nous avons là, cette manière d'organiser la COP n'est pas parfaite, mais que tous ensemble, nous pouvons l'améliorer. Pour le moment, la société civile fait un gros effort, sans grand moyen, pour pousser les politiques à améliorer ce système. Et il faudrait que nous pensions maintenant à quel genre de mandat nous donnons à nos politiciens pour pouvoir nous aider à vivre dans un monde meilleur. Merci, Maximin Diondo de Biz ONG. Avec vous, nous avons parlé de la COP25 qui a pris fin sur, bien sûr, pratiquement des notes d'insatisfaction. COP, pas d'ambition revue à la baisse, aucun accord sur l'article 6 de Conseil sur l'accord de Paris, celui qui régule les marchés carbone. Les États se disputent, la crise climatique s'aggrave. Il faut reconnaître les efforts de la société civile et puis attirer encore, bien sûr, en appeler encore à l'attention des politiciens, puisque la volonté politique fait traîner les choses. Merci à toutes et à tous. Ce sont là donc les conclusions de Maximin Diondo, l'invité de cette édition du décryptage. Au revoir et à très bientôt.